Patrick Ferté, dont Arsène Lupin supérieur inconnu. Par un esprit admirablement synthétique, Maurice Leblanc a donc amalgamé tous les archétypes du grand monarque de la fin des temps, annoncés par le prophétisme occidental, du Mahdi des sunnites et des druzes, du Maitreya des bouddhistes, de l'imam caché des chiites, du Chakravartin des traditions indiennes, du Melchisédek de l'Ancien Testament, du roi du monde agarthique des doctrines théosophistes, essylarchiques, du mât ou chef des supérieurs inconnus, du légendaire Rosicrucien, etc., maître de l'espace, du temps, de la mort et des grands secrets trônant dans son aiguille creuse, véritable centrale souterraine située au nombril du monde, axe polaire planté en un lieu mystérieux du triangle d'or, brandissant en guise de sceptre un chandelier à 7 branches, chef des mystères de la Grande Ourse, Arsène Lupin, Pantocrator, contemple ses antiques et fabuleux trésors royaux et étend sa trame aux 4 coins du monde pour défendre la veuve et l'orphelin, résoudre les énigmes et combattre l'antéchrist, roi du monde contre roi immonde. Ainsi, finalement, nous y sommes, Arsène Lupin, Pantocrator. Fin de la citation de Jean Parvulesco. Pour des raisons certainement bien plus profondes que ce que l'on pourrait croire, Parvulesco accrédite dans ses pages la version de Pierre Plantard, selon laquelle le fils de Saint Dagobert II, Sigebert IV, échappa au massacre de Stenay et se réfugia à Rhédae, terre wisigothe, le 17 janvier 681. Il fut enterré dans une église 77 ans plus tard. Notons que cette version de l'histoire n'est peut-être pas si fondamentale que cela, puisque Plantard déclara en 1990 que Sigebert était peut-être non pas franc, mais wisigoth, puisque petit-fils du roi d'Hispanie, Wamba. Le Graal mérovingien lié à Rhédae se situe sans doute ailleurs. Laissez-moi émettre 2 propositions qui pourraient être complémentaires. En l'an 716, les reliques de Sainte Marie-Madeleine sont enfouies à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume pour pouvoir échapper au pillage des Sarrasins, profondément enfouies. Mais 20 ans après, en 736, c'est par les troupes du souverain du royaume des Francs, Charles Martel, que la Provence fut mise à sac. À tel point que, selon certains historiens, c'est probablement à cette occasion qu'il reçut le surnom occitan de Martel, plutôt que suite à la bataille de Poitiers, qui eut lieu 4 ans auparavant. À l'occasion de ces pillages historiques, les Francs ont peut-être mis à jour quelque chose d'intéressant dans le sol de Provence. Notons que quelques mois après, Charles Martel se trouvait en Septimanie pour mener la bataille de la Berre contre les Omeyyades. Les reliques désenfouies en Provence ne furent-elles pas déposées quelque part dans l'Aude à cette occasion, comme un cadeau fait par un descendant des assassins pépinides à Sigebert IV, encore vivant alors, comme une sorte de compensation pour le meurtre de son père, voire une demande de pardon. Le lien entre Marie-Madeleine et la descendance mérovingienne légitime s'est peut-être fait à ce moment-là. Signalons que c'est précisément à cette époque qu'a été rédigée la chronique de Frédéguerre, disant que Mérovée était né de l'accouplement entre la femme de Clodion le Chevelu, qui était déjà enceinte, et une bête de Neptune, le Kinotaure, dit le texte, un taureau à 5 cornes. Cette ascendance maritime magique n'était pas liée à la récente découverte à l'époque, par les Francs à Saint-Maximin, des reliques de Marie-Madeleine, la sainte venue de la mer. J'émettrai une seconde proposition quant à l'origine du Graal mérovingien, plus directement lié à l'Égypte, cœur secret pour certains de la dynastie mérovingienne. Dans son ouvrage « La spirale prophétique », Jean Parvulesco rappelle une légende selon laquelle le roi des Huns, Attila, détenait le talisman de Seth, le 14e morceau d'Osiris, le phallus du dieu dépecé, et que ce dernier, ce talisman de Seth, lui fut justement dérobé à l'occasion des chants cataloniques en 451. Dérobé par qui? Le général romain Aetius, un diplomate byzantin, ou bien Mérovée en personne, roi des Francs saliens et vainqueur d'Attila. Dans ce dernier cas, cela expliquerait le fait que l'œil de Horus se soit dès lors fixé sur la dynastie mérovingienne, conférant à ses rois des pouvoirs hautement thaumaturgiques sans avoir reçu de sacrement, comme l'a rappelé Arnaud de l'Étoile tout à l'heure. Si Sigebert IV était ensuite parvenu à amener avec lui le talisman de Seth dans le Razès, cela permet également de comprendre pourquoi la région devint si âprement sétienne par endroits. Et l'est toujours, d'après ce que j'ai entendu dire. Les Francs entretinrent de solides relations avec les Huns par la suite. On sait qu'ils remplissaient alors des fonctions diplomatiques entre les Romains et les Huns. Il est permis de penser que ces relations furent bien plus profondes que ce que l'exigeait la simple politique. Retrouvé à Tournai en 1653, le manteau mortuaire de Childéric, fils de Mérovée,
et père de Clovis relèverait peut-être d'une coutume unique. En effet, il est possible que ces 300 abeilles d'or brodées sur ce manteau fussent des cicales, animal sacré des Huns. N'oublions pas que de nombreux écrits médiévaux prétendaient que Childéric avait été enlevé à la cour unique. La fuite du Graal en Extrême-Orient, que j'évoquais tout à l'heure à propos de ce qui suivit la chute des Templiers, pourrait également être liée à un transfert du Graal, le talisman de Sète ou une partie des reliques de Marie-Madeleine, effectué par les Francs vers l'Europe centrale, d'abord la Hongrie, puis la Roumanie, dépositaire européen de la tradition hyperboréenne pour de très nombreux auteurs. Alors j'en viens maintenant, pour en terminer, à Claude Sostène Grasset d'Orsay. Diffusé par Fulcanelli puis par Jean-Pierre Deloux, la pensée de Claude Grasset d'Orsay repose sur une histoire de France modelée par deux courants antagonistes et complémentaires. Selon cet auteur, ces deux courants ont éclaté au grand jour au XVIe siècle à l'occasion de la Saint-Barthélemy, mais il se peut que leur origine soit beaucoup plus lointaine. Il y a d'un côté les ménestrels de Murcie, avec la licorne immaculée Catherine de Médicis, et de l'autre les ménestrels du Morvan, avec la grande chasseresse Diane de Poitiers. En réalité, ces deux courants représentent une juxtaposition, ou bien une opposition, suivant les époques, entre deux confréries initiatiques invisibles, et même entre deux races. Les Phrygiens, rappelons-nous le voyage de Joseph d'Arimathie en Phrygie, et les Delphiens. Les premiers sont les paysans, les travailleurs aux dieux solaires, la Madone assise, Jeanne d'Arc, et le pays Bocéan. Les seconds sont Turicoles, les habitants des Tours, les aristocraties, la Madone debout, et l'Oriflamme de Montjoie-Saint-Denis. Notons que pour Grasset d'Orsay, les Albigeois faisaient partie de cette seconde famille. Ces deux confréries symbolisent le rapport permanent et cyclique entre le soleil et la lune, le rapport entre un certain peuple et une certaine aristocratie, soit un reflet, à mon sens, du rapport historique entre la communauté de l'être ou la communauté organique primitive, celle de l'âge d'or, l'ordre dorique ou guelfe, et la société hiérarchisée advenue pendant l'âge d'argent, l'ordre ionique ou gibelin. Je propose d'assigner une autre signification à ces deux courants de l'histoire française, c'est-à-dire d'y voir la coexistence intrinsèquement française, tacite ou explosive suivant les époques, entre une cosmogonie celte solaire et une cosmogonie mérovingienne lunaire. La première pourrait prendre racine chez Sucellos, le dieu gaulois qui tue et qui ressuscite, et s'apparaître Nantosuelt, déesse de la fécondité, puis se prolonger avec le culte initialement provençal de Marie-Madeleine, s'incarner dans la paroisse celte et hellène de l'église orthodoxe primitive des Gaules, rayonner dans les gestes de Brandan ou Brendan le navigateur et la théologie antidualiste de Scott Erigen, et se magnifier à travers l'épopée spirituelle des Templiers en vue de l'établissement supranational du Regnum Sanctum. La cosmogonie mérovingienne, quant à elle, régit l'esprit de la noblesse exogène, élue pour hiérarchiser et centraliser la France sur un axe sétien, construisant un château impérial afin de mieux pouvoir défendre notre barque solaire durant la traversée nocturne du monde d'en dessous, édifiant ainsi la ville isiaque de Paris. Il ne s'agit rien de moins que de cette relation souvent conflictuelle entre la Gaule et la France, qu'évoquèrent certains historiens comme Camille Jullian ou Ferdinand Lotte. Bien avant la Saint-Barthélemy, le XIVe siècle constitua l'un des sommets visibles de la confrontation la plus ardente entre ces deux courants. Le 18 mars 1314, Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay furent brûlés vifs sur l'île de la Cité, en cet endroit dénommé aujourd'hui le square du Vert-Galant, à quelques centaines de mètres. Et un an plus tôt, Philippe le Bel se faisait construire la grande salle du palais de la Cité, ornée des statues de tous les rois de France, depuis Pharamond jusqu'à Philippe le Bel. Ce dernier voulait renforcer sa légitimité au-delà de Clovis, en rappelant que les trois races, mérovingiens, carolingiens, capétiens, n'en formaient plus qu'une, dont les sangs s'étaient mélangés en lui, le Bellator Rex. La Révolution française constitua également un sommet visible de la confrontation entre paroisse et château, puisque selon Grasset d'Orsay, reprenant la thèse de Nicolas de Bonneville publiée en 1788,
Louis XVI aurait été condamné à mort par un collège de jésuites archi-gaulois en février 1785, il était accusé d'avoir renié la loi de la race Bellénus. Cette loi n'étant autre que le pacte de Saint-Rémy entre peuple et élite, héritier d'un pacte druidique visant à protéger les paysans de la guerre, rendu caduc lorsque ces dernières se sont livrées à la spéculation sur le grain à partir de leur naissance. En conclusion, je dirais qu'il n'est aucunement question de prendre aujourd'hui parti pour une cosmogonie contre l'autre, et qu'il nous reste au contraire à suivre la voie du troisième terme impérial et assomptionnel, comme l'écrivait Jean Papulesco. Il existe heureusement plusieurs exemples de personnes dans l'histoire qui tentèrent de réaliser cette alliance de feu. Je pense à Raban-Mort, évêque de Mayence au IXe siècle, qui se consacra aussi bien à la fille de Marie-Madeleine qu'aux paroles prophétiques de Saint-Rémy en 496. Je pense à René d'Anjou, grand maître présumé du prieuré d'Ossillon d'une part, et d'autre part, totalement affilié à la tradition celtico-provençale. Il participait à l'invention des reliques de Sainte-Marie de la Mer, ancien temple d'Artémis d'Éphèse. Il fit restaurer le château de Tarascon, cité où se trouvent les reliques de Sainte-Marthe. Sans oublier l'invention des reliques de Sainte-Marie-Madeleine en 1279 par son ancêtre Charles de d'Anjou, dit le Boiteux. Je pense également à Pierre Plantard, bien sûr. Il est possible de suivre une approche diplomatique selon les termes de Grasset d'Orsay pour décoder les thématiques soulevées par Plantard, qui était aussi bien concerné par la cosmogonie celte. Il dirigea l'ordre d'Alpha Galate, les premiers Gaulois, en 1942. Il est possible qu'il ait d'abord vu en Charles de Gaulle la figure de son aïeul, le roi irlandais Roderick the Great, dont il était le 34e descendant direct. Il déclara par ailleurs que le véritable trésor du Razès était le sanctuaire celtique du Roc Nègre, que par la cosmogonie mérovingienne, puisque, comme vous le savez tous, bien sûr, le but du prieuré de Sion, restauration monarchique mérovingienne en France et même dans les autres pays d'Europe. Le 70e roi est à venir et il ne sera pas uniquement le roi de France, écrivait Jean Faure. À la recherche d'une troisième voie impériale et intensément pacificatrice, qui passe notamment par la réconciliation entre catholicisme et orthodoxie sous l'égide du Christ Pantocrator, puis par la venue de cette église apocalyptique de Marie qu'attendait Papulesco, qui sera la réactivation de l'ancienne religion polaire de la terre et du feu. Notre but est de favoriser l'émergence de ce que l'on peut appeler, selon son propre désir, l'empire du Saint-Esprit, l'étoile verte, ou bien encore le royaume eurasien de la fin des temps. Je vous remercie pour votre attention.